Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 241 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler de la transition en play-off. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, les Lakers ont été éliminés. Peut-être même qu'au moment où vous entendez ça se passe dans la nuit. Moi j'enregistre mardi soir, donc peut-être même que les Bucks auront été éliminés. Une page se tourne en NBA, mais justement, les Pacers font pas mal sur cette post-season. Les Pacers, c'était un peu la figure de proue du jeu de transition. Les Lakers, d'ailleurs, l'étaient eux aussi. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vraiment, en play-off, le jeu de transition, le jeu de contre-attaque se réduit par rapport à la saison régulière? Et donc aujourd'hui, avec Azad, que vous connaissez, Azad de QI Basket, évidemment, on tente de répondre à cette question qui nous taraude depuis quelques semaines. Vous allez voir. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes ou Spotify, des likes sur YouTube ou un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du jeu de contre-attaque et de transition régulière versus play-off. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour aujourd'hui, ce qui devrait être normalement un format court, mais maintenant que j'ai dit ça, ça y est, c'est fichu. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de parler d'un petit sujet dont on voulait un peu rentrer en profondeur, et on va le faire avec Azad. Comment vas-tu, Azad ? Eh ben, ça va super, et toi? Ça fait longtemps, en vrai, qu'on s'est pas parlé basket, là. Ça date un peu, ça doit faire au moins 12 heures. Tu prends un risque parce que on ne sait pas quand cet épisode-ci sera publié, donc... Oui, c'est pas faux. Donc si ça se trouve, cette remarque... Ne veut rien dire au moment où vous écoutez ça. Mais non, effectivement, alors Azad de QI Basket, Azad du podcast Le Trèfle, évidemment, vous connaissez aussi, Azad, fan des Boston Celtics. Si ça se trouve, cet épisode est publié pendant les playoffs et Boston est déjà en difficulté. Contre les Hawks. Comment ça se passe cette saison? Vous sortez au premier tour ou non au deuxième? Franchement, ça dépendra des match-ups, mais je pense que ça va être... En tout cas, je vois beaucoup plus de difficultés que les autres personnes, disons. Non, vous allez gagner cette année, c'est sûr. Non. Vous êtes les meilleurs, non? L'année dernière, je trouve que l'équipe était meilleure l'année dernière, je pense, peut-être. Je sais pas. En tout cas, j'avais plus confiance en l'équipe l'année dernière qu'en l'équipe cette année. Mais est-ce que du coup, j'ai pas un biais... Enfin, on a tous des biais, hein. Mais est-ce que j'ai pas un biais de disponibilité qui fait que, vu que la dernière fois que les Celtics ils étaient favoris, ils ont perdu de manière assez triste, disons, pas triste, mais sur la variance, et c'était un peu prévisible au fur et à mesure de la série. Et Tu parles de quoi? De laquelle fois où ils étaient favoris et qu'ils ont perdu? Bah, contre Miami, contre les Warriors, ils étaient pas favoris quand même. Ok, non, parce que vous perdez tellement de fois quand même. Que du coup, je ne sais plus. Super. Bon, je te charrie évidemment. Mais non, alors, justement, Azad de l'Hebdo aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, on voulait faire un mini-podcast, puisque nous avions eu sur Inhebdo une question auditeur par rapport au jeu de transition. Notamment, est-ce que le jeu de transition, donc la contre-attaque, est-ce que vraiment, comme on dit tout le temps et comme le fameux on dit, la transition et la contre-attaque, ça se réduit en play-off comparé à la saison régulière? Est-ce que vraiment le jeu se ralentit? C'était une question auditeur qu'on a vue, donc on avait déjà un peu répondu. Mais depuis, on a fait un peu des recherches supplémentaires, donc on voulait un peu essayer de développer pendant quelques minutes, notamment parce que tu as fait un thread, c'est ça, qui est disponible sur les internets. Qui est disponible sur les internets, exactement. Mais en fait, c'était déjà une question que je m'étais posée l'année dernière, et j'avais fait juste une mini data vise où j'avais regardé de 2013 à 2023 en comparaison le pourcentage de possession jouée sur demi-terrain en play-off comparé à la saison régulière. Et il y avait un écart, mais on parlait d'un écart vraiment très léger. On parle de passer de 80% à 81% des possessions jouées sur demi-terrain. Donc on a vraiment une augmentation qui est très légère. Et rien que là, c'était un peu la première idée qui était sortie, c'était, bon, on nous parle d'un monde
où les équipes activeraient un mode playoff. On nous parle d'un monde où, une fois arrivé en avril les 82 matchs de saison régulière joués, on passerait dans un monde où les équipes jouent beaucoup plus sur demi-terrain et la physionomie des matchs, elle change et tous ces trucs-là, un petit peu de storytelling. Et du coup, c'est vrai que rien que dans ces chiffres-là, euh, globaux, disons, au niveau des 30 équipes de saison régulière et des 16 équipes de playoff, on voyait qu'il y avait une légère augmentation du nombre de possessions jouées sur demi-terrain, mais on parle de 80 à 81%. Du coup, c'est quand même assez léger. Bah, alors, storytelling, oui, non. En tout cas, c'est ce qu'on dit souvent, ce qu'on répète. Mais le but, c'est d'essayer de voir si, bah, est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. C'est pas forcément faux, je veux dire. Hein, on fait le Mhm. travail de recherche scientifique, c'est de voir est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce qu'on arrive à le démontrer ou au contraire à montrer que c'est faux. Mais effectivement, c'est un peu tout le raisonnement qui a été fait. Et donc, tu as réussi à en faire un thread pour tenter d'y répondre, en tout cas. Mais donc, comme dit, c'est vrai que c'est parti d'une question auditeur. Et donc, on avait un peu répondu, comme tu viens de l'expliquer là déjà, que si on regarde un peu les moyennes, on va dire, de fréquence entre le nombre de positions jouées sur demi-terrain versus sur quoi? Sur transition, pardon. Demi-terrain contre Mhm. transition. Les moyennes NBA, finalement, ça bougeait pas tant que ça. On a aussi expliqué dans l'hebdo, on avait dit, bah, en tout cas d'un point de vue très concret, hein, si on parle un peu de terrain, concrètement, les situations qui créent des transitions, elles ne disparaissent pas. Alors, elles peuvent varier hein, en termes de nombre d'opportunités, on va y arriver, Ouais. mais les situations ne disparaissent pas. Et pourquoi surtout? Parce que d'où proviennent les contre-attaques? Elles viennent de deux options très précises, c'est-à-dire, ça peut venir soit d'une paire de balles, hein, Ouais. tu perds la balle, tu arrives à provoquer un turnover et tu vas en contre-attaque. Ou alors ça vient après un rebond défensif notamment, l'équipe en face manque et tu peux vite partir en contre-attaque. Après, il y a aussi la nuance que les Pacers actuellement arrivent à accélérer même après un panier qui est rentré, mais ça reste un peu de l'exception. Mais voilà, c'est un peu les deux. C'est notamment aussi comme ça que sont catégorisées les transitions. C'est à partir d'un turnover ou alors à partir d'un Oui. rebond. Et ça, effectivement, ça ne disparaît pas, donc il n'y aurait pas trop de raisons de penser que forcément il y aurait moins de transitions qu'avant, puisque les situations concrètement sur le terrain, tactiquement dans le jeu, elles existent aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de turnover, pas du tout de turnover en playoff par exemple. Mais c'est vrai que la moyenne ne dit pas tout, même si on a dit que les moyennes étaient relativement similaires d'une année à l'autre. La moyenne ne dit pas tout, et notamment, donc, tu avais posté ça sur Twitter, et Antoine, qu'on connaît, Antoine Tartrou, qui demandait, ben, finalement, vu que la moyenne ne dit pas tout, est-ce que ce serait possible de regarder l'écart type de une équipe? En tout cas, de chaque équipe. Non pas la moyenne, mais de chaque équipe, équipe par équipe, entre saison régulière et playoff, pour voir si, au-delà de la moyenne qui est peut-être trop globale, trop générale pour avoir des informations pertinentes, est-ce que si on essaie un peu de différencier équipe par équipe, on arrive un peu à trouver des particularités et est-ce que des bonnes équipes de transition arrivent à conserver leur avantage en playoff? Et donc c'est là-dessus que pour répondre à ça, tu as fait ton thread réponse où tu essaies de nous apporter des éléments. Ouais, en fait, ça vient de là parce que moi, c'était pas forcément une question que je m'étais posée par moi-même. Mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est pas trop compliqué à analyser en fait. C'est-à-dire que vu que sur Cleaning de glace, on a les statistiques de fréquence de possession sur demi-terrain disponibles pour toutes les équipes, pour chacune des saisons, et on a pour chacune des saisons en playoff et en saison régulière. Donc en fait, il s'agissait juste d'isoler les équipes qui n'ont pas fait les playoffs et ensuite, tout simplement, de prendre pour chacune équipe qui a fait les playoffs le pourcentage de possession jouée sur transition sur une saison et de regarder ensuite la différence qu'il pouvait y avoir une fois arrivé en playoff. Donc, moi, la question, je me l'étais pas posée parce que j'étais pas vraiment forcément été allé chercher plus loin. Mais une fois que Antoine avait posé la question, c'est vrai que c'est une bonne question et c'était une question qui demandait pas trop de connaissances en genre SQL ou en code ou en tout cas en récupération de données pour le faire. En vrai, avec juste un tableau Excel, c'était jouable. Donc je me suis dit bon, allez, pourquoi pas. Et du coup, j'ai pris les 160 dernières équipes qui ont fait les playoffs. Donc en gros, je suis remonté sur les 10 dernières années. Et le but, c'était de trouver, en fait, est-ce que les équipes qui font le plus de transitions habituellement perdent en volume de transition au fur et à mesure de l'année. En fait, l'idée, c'était de savoir, est-ce que quand ton avantage concurrentiel se base sur de la transition,
est-ce que tu as du mal à le conserver une fois arrivé en playoff? Ou est-ce que, par exemple, aussi à l'inverse, des équipes qui utilisent pas de transition habituellement, est-ce qu'elles perdent aussi en volume de transition, ou est-ce que c'est un peu plus stable, ou voire même, est-ce que le niveau de transition augmente en playoff pour des équipes qui en feraient pas trop en saison régulière? Du coup, voilà un petit peu comment s'est présenté le sujet. Ouais, donc c'est vraiment le but de la moyenne, c'est sympa, mais c'est peut-être trop vague. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier peut-être certains cas plus particulièrement, et notamment les fortes équipes en transition, Ouais. parce que c'est un peu de là que vient un peu l'adage. En tout cas, comme dit, c'est pas forcément un adage faux. En tout cas, on essaie de voir si c'est vrai ou pas. Mais il y a un côté, si tu es une équipe de transition, tu vas galérer en playoff, parce que en playoff, ça devient du demi-terrain. Donc c'est vrai que de cibler non pas la moyenne NBA où il y a tout le monde, mais de cibler équipe par équipe, c'est sans doute beaucoup plus pertinent. Et comme tu dis, je précise pourquoi 160 équipes, tu l'as dit, mais parce que 10 ans de données, 10 ans de données, 16 équipes en playoff, jusqu'à nouvel ordre, le play-in ne compte pas dans les playoffs apparemment. Mais voilà, donc 16 x 10, ça fait combien? Même toi, tu es capable de le calculer, 160. Exactement. Mais voilà un peu l'échantillon en tout cas, et le raisonnement derrière. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Notamment, tu as trouvé en premier lieu un lien de corrélation assez important au final entre les équipes qui utilisent beaucoup la transition et les équipes qui voient une fréquence de transition, un nombre de contre-attaques qui baisse en playoff justement. Ouais, c'est ça. Et en fait, le niveau de corrélation n'est pas énorme. On parle je sais pas comment on dit mathématiquement, mais R qui est égal à 0,24. Donc, Ouais. en gros, plus on se rapproche de 1, plus on a une énorme corrélation, et plus on se rapproche de 0, plus c'est quelque chose qui est totalement absent. Et on en avait parlé, par exemple, de ces éléments de corrélation qu'on avait fait l'épisode qui est du coup peut-être pas encore sorti, je sais pas non plus, sur les rebonds et à quel point je crois qu'il est pas sorti, ouais. Non. Avoir un gros pourcentage de rebonds offensifs avait une corrélation sur ton offensive rating, et on avait vu qu'en réalité, la corrélation du pourcentage de rebonds défensifs était plus important sur le defensive rating qu'à l'inverse sur l'attaque. Et du coup, Ouais. en fait, ces éléments de corrélation, ils sont toujours à comparer avec un autre, ou en tout cas à remettre dans du contexte pour voir si c'est du bruit ou s'il y a vraiment du lien. Mais en réalité, là, ce qui est bien, c'est avec l'élément de corrélation de 0,24, on peut le mettre en lien du coup avec le chart qui apparaît sur le thread Twitter. Et en réalité, on voit aussi à l'image, entre guillemets, par rapport à nos yeux, qu'il y a une tendance qui fait que plus les équipes sont sur la gauche, donc plus les équipes ont un fort volume de transition, plus elles sont en dessous de 0% dans le pourcentage qui change pour ou contre sur les volumes de transition. Donc en réalité, on voit même à l'œil nu, entre guillemets, sur ce chart, que plus tu as un gros volume de transition en saison régulière, plus tu vas perdre de volume de transition une fois arrivé en playoff. Donc il y a vraiment ce truc de... Voilà, c'est la question du coup, ça justifie la question d'Antoine, et ça justifie un petit peu l'adage aussi de attention aux équipes qui jouent beaucoup sur de la transition en playoff, parce que c'est des équipes qui vont perdre de ce volume-là une fois arrivé la post-season. Oui, parce que comme dit, quand on a regardé les pourcentages généraux de la moyenne, finalement, c'était des pourcentages qui étaient identiques, ou en tout cas très très similaires entre saison régulière et playoff. Alors que là, une étude un peu plus ciblée montre que, en effet, les moteurs de transition, enfin les équipes qui ont un gros moteur de transition, elles souffrent un peu en playoff. Donc pour le coup, l'adage semblerait être vrai. Après, juste pour préciser, donc le fameux R, c'est le coefficient de corrélation. Et en gros, c'est entre 0 et 1, en gros, c'est entre 0 et 100. C'est 1, c'est 100% de corrélation. Ouais. 0, c'est 0, évidemment. Donc là, on a un facteur qui n'est pas non plus énormissime. C'est ce que tu nous dis aussi. On n'est pas non plus sur une énorme corrélation. Et pour préciser aussi, corrélation n'est pas causalité. Donc on ne dit pas que l'un cause l'autre, que un premier élément entraîne l'autre. Donc c'est pas les équipes qui ont beaucoup de transition entraînent qu'ensuite en playoff elles vont avoir moins de transition. C'est juste une corrélation donc de deux états de fait qui existent en même temps. Voilà, c'est ça. Donc on n'est pas sur la causalité, on est vraiment sur la corrélation, mais ça peut être intéressant, mine de rien, la corrélation, mais à garder en tête. Et donc notamment tu parles, pour peut-être essayer de démêler les causes, en tout cas de chercher quelles pourraient être les causes là-dessus. Donc cet adage pourrait être vrai, donc en effet, que les équipes qui sont bonnes en transition pourraient souffrir.
Donc tu commences un peu à chercher, tu parles notamment de Nurse, Nick Nurse, hein, à Toronto à l'époque, encore pas aux Sixers mais à Toronto. On voit que 3 années, la fréquence de contre-attaque baisse beaucoup entre la saison régulière et les playoffs. Et tu expliques aussi en disant, ben voilà, les schémas de Toronto, on les connaît, c'est très agressif, ça a toujours été très agressif avec Nick Nurse, et donc notamment ça fait des schémas qui provoquent beaucoup de pertes de balles. Et donc les pertes de balles sont une source ou la source principale des contre-attaques. Et ce qu'on voit, c'est que mine de rien, il n'y a pas que ça, puisque dans le même temps, on a aussi une équipe comme Milwaukee, donc le Milwaukee de Budenholzer, qui eux sont à l'inverse du spectre schéma tactique, pardon de parler tactique, hein, mais c'est un peu c'est le terrain, mais à l'inverse, qui eux sont des schémas pas du tout pour créer des turnovers, et qui pourtant eux aussi voient une fréquence de transition baisser, donc finalement ça pourrait être un peu plus complexe que ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En gros, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que il n'y a pas qu'une seule type d'équipe de transition et il n'y a pas qu'une seule raison qui fait que ça diminue. Donc c'est vraiment Ouais. ce que tu disais, tu vois, sur la causalité, c'est pas bête et méchant de on fait de la transition, du coup on va être puni là-dessus une fois qu'on arrive en playoff parce qu'on n'arrive plus à faire de la transition en playoff. Il y a des équipes qui arrivent à maintenir ce niveau de transition en playoff, il y a des équipes qui même arrivent à faire plus de transition en playoff qu'en saison régulière. Donc t'as pas une causalité qui va diminuer directement. Mais Toronto avec des schémas très agressifs qui peut potentiellement mieux fonctionner sur des équipes qui sont un peu plus mauvaises en gestion de balle, en fait, tout Ouais. simplement, qui n'ont pas forcément des schémas qui sont adaptés à une défense agressive. Et du coup, Toronto va un petit peu générer des turnovers tout au fur et à mesure de la saison régulière avec ces schémas-là. Mais une fois arrivé au playoff, le contexte de playoff, il est différent parce qu'on va jouer de 4 à 7 fois contre la même équipe. Donc on va avoir un plan de jeu, on va avoir un scouting qui est beaucoup plus approfondi aussi. Et en fait, on arrive à un moment, quand tu vas jouer contre Toronto en playoff, tu sais qu'ils vont provoquer des pertes de balles. Et tu sais que tu dois potentiellement te préparer à ça de manière offensive. Donc il faut que tu puisses, par exemple, si la défense est très agressive sur le porteur, sur du pick and roll, si par exemple t'as beaucoup de blitz ou de edge, donc qui est le fait d'amener un deuxième défenseur de manière plus ou moins agressive sur le porteur de balle après un pick and roll, ça veut dire que toi tu sais que ce genre de schéma va exister. Donc qu'est-ce que tu fais toi en amont pour te préparer à ça? Et je trouve que, par exemple, une des séries qui est intéressante à suivre là-dessus, et il y a beaucoup de vidéos qui avaient été faites sur ça, c'est la série de Toronto contre Boston en 2020 dans la bulle, où justement, tu as ces adaptations de manière un petit peu continue de Brad Stevens et de Nick Nurse en fonction de comment ils arrivent à anticiper les schémas des deux équipes. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le contexte de playoff à comprendre, c'est que tu vas être chassé, en tout cas, tu vas être visé sur tes faiblesses et on va aussi essayer de diminuer tes forces le plus possible. Mais en plus, ce que j'aime bien avec cette équipe de Toronto, c'est que parmi les 3 équipes de Toronto, qui ont perdu énormément en volume de transition alors qu'elles étaient très bonnes dessus en saison régulière, il y a l'équipe de 2022 et de 2020, donc qui vont pas au bout, mais tu as aussi l'équipe de 2019. Donc tu as quand même une équipe qui gagne au final le titre. Et tu as quand même une équipe qui performe très bien, même l'équipe de 2020 de Toronto, une équipe qui performe assez bien en playoff. Et donc c'est pas aussi, il n'y a pas une corrélation de ces équipes de transition ne peuvent pas gagner en playoff parce qu'on va leur retirer la transition en playoff. Là, on parle d'une équipe qui est allée au bout sur une de ces 3 années. Donc pour moi, c'était important tu vois, déjà de mettre en avant que oui, tu peux perdre en transition, mais il y a différentes manières de le faire. La première, du coup, est celle qui est liée à la création de turnover que font les Toronto Raptors sous Nick Nurse. Et ensuite, l'autre exemple que je donne, c'est celui des Bucks de 2023. Et je pense que un des meilleurs épisodes du Basket Lab, en plus, on parle très bien de la défense des Bucks. C'est celui sur du coup l'évolution avec les four factors que tu mentionnes très bien. Avant, c'était une équipe sous Jason Kidd qui forçait beaucoup de turnover, donc un peu à l'instar de ce que pouvait faire Nick Nurse avec Toronto, générer de la transition avec du turnover. Et là, les Milwaukee Bucks de Budenholzer, ils génèrent de la transition d'une autre manière. Et du coup, tu l'as très bien dit en introduction. Il y a 2 manières de générer de la transition. Soit les turnovers, soit les pertes de balles, entre guillemets, et soit après un rebond. Et les équipes de Budenholzer, des Bucks, étaient tellement bonnes à réduire l'efficacité au tir des adversaires qu'elles se généraient beaucoup de rebonds, parce qu'un tir raté génère un rebond. Et si tu génères un rebond, tu peux générer de la transition grâce à ça. Et du coup,
tu arrives sur le fait que si tu arrives à continuer à impliquer cette mauvaise efficacité au tir à arriver en playoff, au lieu d'infliger des pertes de balles, t'infliges une mauvaise réussite au tir, tu vas pouvoir continuer à garder ce régime de transition parce que ta défense reste la même et tu as juste, en tout cas, à impliquer ce tir-là. Et ce qui leur est arrivé un petit peu au Milwaukee Bucks de 2023, c'est qu'ils sont tombés sur le Miami Heat de 2023. Et du coup, c'est là où rentre un petit peu l'idée de la variance. La variance au tir peut influencer le volume de transition. Oui, et le fait que quand l'équipe adverse, elle met tous ses paniers, il n'y a pas de rebond défensif, et donc on ne peut pas partir sur contre-attaque à partir de rebond défensif. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est exactement ça. Et ça peut paraître bête, hein. Peut-être que la réflexion, elle est un peu décevante, ou en tout cas, ça va pas assez loin dans la recherche, mais la réalité, elle est là, en fait. Les adversaires des Bucks en saison régulière, ils avaient 52% d'effectifs field goal, et le hit contre les Bucks en playoff en 2023, ils ont 60% d'effectifs field goal. Donc, t'as plus de tirs qui rentrent du côté de Miami, donc déjà, tu encaisses plus de points, donc dans une situation défavorable. Et en plus, tous ces paniers encaissés ne permettent pas de générer de la transition. Et du coup, Ouais. en plus de ça, tu perds un avantage concurrentiel parce que la transition, faut bien comprendre que les mecs, ils s'amusent pas à courir en transition parce que ils ont besoin de faire du cardio. C'est parce que c'est le moyen le plus efficace de générer des points. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace de générer des points en transition que sur demi-terrain. Et du coup, tu as un avantage concurrentiel à avoir plus de transition. Je pense que l'exemple que vous aviez donné dans l'hebdo avec le match des Clippers et des Lakers est un super bon exemple de tu peux gagner la bataille du demi-terrain et perdre le match. Mais c'était pas avec toi, non? Ou non, ou alors c'était peut-être un react que j'ai fait tout seul sur ce Oui, match-là. c'est ça, c'est un Peut-être. réact que tu as fait tout seul. Mais parce que c'était une semaine avec toi, donc Oui, c'est vrai. si tu... C'est T'as vrai, bon oublié. point. Non, mais alors, effectivement, pour illustrer, moyenne de NBA, alors c'est que la moyenne de NBA, mais moyenne de NBA sur demi-terrain, on est sur du 112 cette année, 2024. 112 points par 100 possessions. Moyenne des transitions, 127. Donc, effectivement, c'est là-dessus qu'est la clé, c'est qu'une contre-attaque est à ce point plus rentable, en fait. Ouais, clairement. Et du coup, c'est un avantage concurrentiel que tu voudrais pouvoir garder en playoff. Mais du coup, si ton attaque repose là-dessus, tu vas avoir beaucoup plus de mal à le garder selon la manière dont tu vas générer des contre-attaques. Mais ce que tu dis aussi, c'est que l'exemple de Toronto montre que ta fréquence de transition peut s'effondrer parce que en playoff, tu crées moins de turnover, premièrement, mais tu peux aussi avoir moins d'opportunités en contre-attaque parce que l'autre en face, il te donne pas autant de rebonds défensifs, il met ses tirs. Donc finalement, il n'y a pas une explication. Il peut y avoir les deux sources de transition peuvent affecter comment ça se comporte en playoff ensuite, quoi. Exactement. Et par exemple, les Bucks de 2021, eux, étaient une équipe avec aussi du coup cette fréquence de transition importante, mais ils ont réussi à garder exactement le même niveau de transition des playoffs, de la saison régulière aux playoffs. Du coup, et en étant un peu plus maître en tout cas et un peu plus chanceux sur les tirs qui étaient rentrés par les adversaires, ils ont réussi du coup à garder ce volume de transition. Et comme en fait, le truc, c'est que souvent, ces équipes de transition qui veulent générer la transition, c'est parce que sur le demi-terrain, c'est rarement des très bonnes équipes. Enfin, c'est rare d'avoir des équipes qui sont très bonnes et sur transition et sur demi-terrain et qui génèrent des gros volumes de transition. Et c'est vrai que ces bugs-là, on sait quand même que Yanis est une machine sur transition et qu'arriver demi-terrain sur des schémas un peu plus réfléchis qui bloquent les lignes de drive et qui arrivent à gêner un petit peu plus Yanis sur son passing aussi qui est très bon mais qui est pas parfait, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, si ces équipes génèrent beaucoup de transitions, encore une fois, c'est parce que elles sur demi-terrain vont peut-être pas forcément avoir ce même avantage concurrentiel. Et du coup, ces Bucks-là de 2021 qui arrivent à garder cet avantage concurrentiel de la transition arrivent à aller au bout. Et alors que ces Bucks-là, sur une seule série où la variance du coup tombe du mauvais côté en 2023 et se font éliminer au premier tour. Et c'est aussi ça l'intérêt des playoffs un petit peu et du drama qui peut aller autour, c'est que l'échantillon est tellement petit que c'est aussi parfois difficile de garder une tendance que tu as gardée sur toute la saison. Parce qu'on compare, en fait, là, on compare des fréquences de transition
d'un échantillon de 20 matchs, au meilleur des cas quand l'équipe va au bout. Mais là, on parle aussi d'équipes qui ont joué que 7 matchs, du coup, même 6. Bah, Milwaukee, c'est même 5 matchs. Hein. Ils ont perdu en 5 matchs l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Ouais, donc tu vois à quel point C'est minuscule, ouais. à quel point c'est minuscule, surtout quand tu compares à des échantillons de 82 matchs. Bah ouais. Donc, il y a aussi ce truc-là à prendre en compte de la variance. Ah, et la variance, du coup, c'est pas seulement est-ce que tu rentres ou pas tes 3 points. C'est un truc que tu dis souvent aussi dans le Basket Lab, c'est tout est lié. Et je trouve que le volume de transition, on s'en rend pas vraiment compte, mais le volume de transition peut être lui aussi lié à la variance du 3 points et du coup au volume à 3 points que tu donnes à tes adversaires. Oui. Et d'ailleurs, tu conclus un peu le thread en disant que finalement, d'après cette étude, on voit qu'une équipe qui possède une force sur transition, bah, en effet, elle la conserve rarement une fois arrivée en playoff. Donc ça aurait quand même tendance à confirmer donc cet adage, hein, finalement, qui n'est pas Mhm. que storytelling. Au final, hein, on s'en rend compte, puisqu'il y a quand même un fond de vérité selon certaines stats. Et même sur les 10 ans, tu remarques qu'il y a que, à la limite, il y a que 3 exceptions. Donc on est vraiment sur Ouais. l'exception. C'est Houston 2014-2015, donc avec James Harden et Dwight Howard à l'époque. Et puis Golden State en 2017, mais qui est une exception des exceptions des Oui. exceptions. Parce que est-ce que vraiment leur force c'était la transition ou est-ce que leur force c'était d'être la meilleure équipe de l'histoire? C'est un peu. Oui, voilà, c'est Donc un on est peu vraiment ça. sur l'exception, quoi. Clairement. Et du coup, ça montre bien que c'est l'aspect des playoffs, je pense qu'on discute parfois pas assez et qu'on essaye même trop d'anticiper. C'est qu'en réalité, ça va beaucoup dépendre des match-ups sur lesquels tu vas tomber. Parce qu'il y a des équipes qui vont être capables en playoff de te faire déjouer sur sur ta manière de générer de la transition, ou en tout cas, qui peuvent faire déjouer ton avantage concurrentiel et d'autres qui vont pas réussir. Donc je pense qu'il y a cette partie-là aussi de playoff qui est un peu oubliée, c'est que en plus qu'un échantillon soit plus petit, il est biaisé du fait qu'il est toujours contre la même équipe. Tu vois, t'as Ouais. pas sur 82 matchs, ton échantillon, t'as joué contre 30, contre 29 équipes. Donc t'as un petit peu mélangé entre guillemets dans ton laboratoire, t'as un peu essayé toutes les solutions, t'as essayé 82 fois, et à la fin, t'arrives à un certain volume de transition. Mais tu l'as fait sur différentes équipes, sur un gros volume. Là, en plus d'avoir un volume qui est petit, donc qui est plus un petit peu lié à la variance et qui peut aller plus dans les extrêmes, parce que plus l'échantillon est petit, moins tu vas te rapprocher entre guillemets de la vérité. Et ben en plus de ça, ton échantillon, il est un petit peu biaisé parce que tu répètes l'expérience entre guillemets du match, un match comme une expérience, tu le répètes contre la même équipe à chaque fois, en sachant que cette équipe s'est préparée en avance à ce que t'allais faire. Donc, tous ces éléments font qu'en réalité, plus tu creuses, plus ça paraît tout à fait logique qu'une équipe qui soit très forte en transition, ou en tout cas qui génère un petit peu son beurre sur ça, perdre en volume de transition parce qu'on est on est dans un échange en tout cas d'attaquer les faiblesses et les forces de l'adversaire pour pouvoir passer au tour suivant. Ouais, c'est là où, effectivement, par rapport à l'étude statistique que tu as fait, je pense il faut faire ressortir l'échantillon, comme tu dis. Alors, il y a la nature de l'échantillon, comme tu dis. Donc, c'est pas 5 matchs de playoff ou même 10 matchs de playoff, c'est pas 10 matchs de saison régulière, où ça peut, Ouais. avec une variété d'adversaires et de contextes. Donc, il y a la nature de l'échantillon qui est particulière. Moi, il y a aussi la taille. La taille de l'échantillon, c'est quand même tout petit. Hein. On est vraiment sur du tout petit. Tu vois, on parlait de la série de Milwaukee, c'est 5 matchs, quoi. On est sur, c'est quand même assez ridicule. Et à quel point on peut commencer à théoriser sur est-ce qu'une addition de petits échantillons font un échantillon qui est viable ou pertinent. Là, c'est un peu là-dessus où moi Ouais, je me pose des questions, en vérité. Parce que comme dit, je suis hein, d'accord. pour atteindre les 10-15 matchs, ce qui est rien du tout, hein, même 10-15 matchs, c'est rien du tout. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de playoffs qui atteignent 10-15 matchs. Donc il y a ça, en fait. Attention aux échantillons, est-ce que quand on additionne plein de petits échantillons, ça en fait un qui est viable? Je suis pas convaincu, mais ce que j'aime beaucoup tout de même aussi, c'est que ça nous permet de voir que tout est particulier, en fait, et que justement on peut pas tirer de généralité, et surtout par rapport à l'adage dont on voulait tordre le cou, en tout cas pas tordre le cou, pardon, justement, on voulait s'intéresser, voir s'il était vrai ou faux, justement, mais c'est que moi je trouve que c'est pas tant que ça, entre guillemets, le jeu qui ralentit, ou c'est pas attention, c'est les playoffs, donc il y a plus d'enjeux, soyons prudents, on va faire attention, c'est plus dur.
c'est pas tant que ça que une question tactique de micro-événements qui se passent sur le terrain, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas une question de genre les playoffs, attention, et en prime time, tout le monde est plus sérieux, etc. Tout le monde ralentit, quand on a une opportunité, non, on va pas accélérer, on va ralentir. Non, c'est pas ça. C'est plus d'éléments tactiques, en fait. C'est plus le nombre de turnovers qui est pas pareil, le nombre de rebonds qui est pas pareil, la réussite qu'a l'adversaire ou que toi tu as, etc. Donc, pour le coup, finalement, cet adage n'est pas forcément faux, mais c'est peut-être pas pour les raisons invoquées, et donc c'est là-dessus où je te rejoins un peu à la base, je pense que tu parlais de storytelling, c'est un peu là-dessus, c'est les raisons, c'est pas tant le côté les playoffs, c'est la guerre de tranchées, tout le monde a le couteau entre les dents alors qu'en saison régulière personne joue. Non, c'est pas ça finalement, pardon, mais finalement c'est encore des éléments tactiques à la base de ça, quoi. Ouais, et en plus, c'est des éléments tactiques qui sont utilisés en playoff en fonction de ce qui s'est passé en saison régulière. Oui, D'où l'importance de la saison régulière, en fait. Parce que si t'as pas ces éléments de saison régulière qui te permettent de savoir quelles sont les forces et les faiblesses d'une équipe, eh ben, tu peux pas forcément adapter ta stratégie. Et t'as aussi ce truc-là qui est hyper important, je trouve, et parfois qui est... En tout cas, moi, je fais partie des gens qui aiment la saison régulière et qui s'en servent beaucoup pour justement comprendre des choses avec des plus grands échantillons en termes individuels et même en termes collectifs. Mais je trouve que ces aspects tactiques-là, ils ressortent énormément via la saison régulière. C'est comme les fréquences de tir. Ça sert pas à grand chose de regarder la réussite au tir d'une équipe sur. Tu peux pas tirer des conclusions sur la réussite au tir d'un joueur sur une série de playoffs ou même d'une équipe sur une campagne de playoffs. Par contre, sa fréquence ou sa manière de jouer, ça, tu vas pouvoir en tirer des conclusions très vite en fait parce que c'est des statistiques qui sont un peu plus choisies. Et je trouve que la transition, elle est intéressante comme ça, le volume de transition, parce que c'est quelque chose que tu essayes de choisir, de générer de la transition, mais tu es quand même sujet à une certaine variance et tu es aussi sujet à une certaine capacité des adversaires à s'adapter. oui, en effet. Alors, pour l'instant, c'est vrai que dans tout ça, on n'a parlé que de fréquence de transition. On n'a parlé que de volume et de nombre de contre-attaques. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est de l'efficacité ? Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de regarder. Est-ce qu'on a aussi dans le même temps une efficacité qui chute entre la série régulière et le playoff ou pas, à l'inverse. Donc je voulais aussi vérifier assez rapidement, et donc je suis allé voir. Saison régulière 2023, l'efficacité en transition, non pas le volume, l'efficacité 126, en playoff c'est 122. Donc ça chute un peu. En 2022, 127 d'offensive rating en contre-attaque, et ça chute à 124. Donc effectivement une petite baisse. 2021, 126, 126, ça bouge pas. 2020, 123, 121, ça baisse un peu, mais pas non plus beaucoup. 2019, 123 à 117, donc ça baisse un peu en playoff. 2018, 121, 121, ça bouge pas. 2017, 122, 122, ça bouge pas. 2016, okay. 123, 120, ça bouge un peu, mais pas beaucoup. Donc voilà, c'était aussi pour citer quelques chiffres d'efficacité, où en effet, on voit que il y a certaines années, non, ça bouge pas trop en fait, en termes de à quel point les transitions sont efficaces. Il y a des fois ça baisse, mais un peu, mais ce qui paraît aussi en un sens un peu logique. Donc, a priori, on pourrait se dire aussi, effectivement, en playoff, l'efficacité baisse. On a parlé de volume avec toi dans ton thread, mais il y a aussi l'efficacité qui baisse pas mal d'années. Donc, en effet, ça vient prouver que les playoffs, c'est pas un jeu de transition, puisque même l'efficacité des transitions baisse. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir l'efficacité du demi-terrain aussi. Et qu'est-ce qu'on trouve de ce côté-là ? Eh bien, en 2023, en saison régulière, l'efficacité sur demi-terrain, c'était 98 points par 100 possessions. Et en playoff, c'est 97. En 2022, on passe de 95 à 95. Donc ça, c'est à peu près la même chose. 2020 et 2021, j'ai presque envie de les mettre entre parenthèses parce que c'est la bulle et qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle et que donc l'efficacité au shoot était un peu anormale, on va dire. Mais 2019 aussi, on passe de 94 en saison régulière à 93, donc ça baisse encore une fois l'efficacité sur demi-terrain. Voilà, tu vois, c'est un peu le raisonnement. Alors, il y a d'autres années, tu vois, 2017, 2018, parfois ça remonte un tout petit peu, ou alors c'est exactement la même chose, mais tu vois, c'est un peu sur ce truc de la transition. Si on regarde l'efficacité, on se dit, ah ben oui, les contre-attaques sont moins efficaces en playoff, donc, les playoffs sont pas un jeu de contre-attaque.
Et j'ai envie de dire, bah non, parce que, en fait, même le demi-terrain en playoff, ça baisse parfois, même souvent, l'efficacité sur demi-terrain. Donc c'est pas une question de c'est pas une question de là-dessus, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais même le demi-terrain baisse et moins efficace en playoff quand c'est régulière. Et en fait, c'est aussi le point central pour moi, et c'est ce que Seth Partnow a un peu évoqué dans son livre. Je pense qu'il y a aussi une manière, il faut aussi voir les playoffs et faire attention, parce que on a parlé de l'échantillon en termes de taille, t'en as parlé aussi en termes de qualité, mais il y a un élément qu'on n'a peut-être pas assez souligné, ou qu'on souligne pas assez en général, c'est le côté, en saison régulière, tu fais face à 30 équipes et donc face à beaucoup d'équipes nulles. En playoff, t'as que des bonnes équipes. Et ça s'applique à absolument tout le monde. C'est-à-dire que, comme il le dit Seth Partnow dans son livre, quand vous êtes 15e de NBA, dans n'importe quelle stat, vous êtes dans la moyenne, en saison régulière. 15e sur 30, vous êtes dans la moyenne. Le même 15e, vous êtes en playoff, en fait, vous êtes quasiment dernier, parce que vous êtes 15e sur 16, en fait. Je caricature, hein, mais c'est un peu l'idée que finalement, tout est un peu plus dur, mais aussi parce que tu as affaire à beaucoup plus d'équipes compétentes. Et donc, tu n'as pas autant de matchs en termes de quantité, mais surtout en termes de qualité. Tu n'as pas de matchs où tu vas pouvoir faire exploser les compteurs en efficacité contre-attaque, nombre de contre-attaques, efficacité demi-terrain, nombre de demi-terrain, etc. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte dans les stats, et forcément que tout va un peu baisser en playoff, en fait. C'est aussi pour ça que je veux dire ça, c'est que c'est normal que tout baisse en playoff, parce que le niveau de compétition est bien plus haut, et donc tout le monde est plus fort, en fait. Ouais, clairement. Et en plus, je trouve que c'est particulièrement vrai avec la transition, parce que c'est souvent des mauvaises équipes ou des équipes un petit peu plus de tanking qui vont perdre beaucoup la balle et qui vont avoir plus de problèmes en transition aussi en termes d'efficacité défensive en transition. Donc en plus à tout ça, tout un petit peu le fait que les équipes s'adaptent aux équipes qui génèrent beaucoup de transition, t'as le fait que ces équipes qui génèrent beaucoup de transition jouent plus contre ces équipes qui sont souvent de tanking ou de bas de tableau, qui ont souvent pas vraiment des schémas tactiques offensifs assez développés pour pas perdre le ballon ou avoir des très grandes efficacités au tir, et aussi parfois pas tous les outils stratégiques et athlétiques pour revenir correctement sur la défense de transition de manière efficace. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis, et je pense que la transition, ça, c'est bien quelque chose qui met un peu en lumière tout ça. La différence du jeu de play-off et de saison régulière, il vient aussi du fait que c'est pas la même qualité d'équipe. C'est comme si je sais pas, c'est un peu pour tout groupe un petit peu. Si tu faisais une expérience sur tout un groupe de 30 000 personnes et que tu gardais que ceux qui performaient le plus pour un deuxième test, forcément, certaines métriques vont évoluer parce que t'as gardé qu'une partie du groupe, et du coup, ça change certaines métriques parce que tu gardes en plus qu'une partie du groupe, pas de manière hasardeuse, mais tu gardes qu'une partie du groupe de manière parce que c'est l'équipe qui performe le plus en fait. Si tu fais la moyenne sur un examen avec toute une classe de 30 élèves, ou alors la moyenne juste avec les 5 meilleurs, c'est pas la même moyenne, quoi. Donc, voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les stats de playoff versus les stats de saison régulière aussi. Donc, c'est pas tout à fait comparable, quoi. Donc, il y a toujours ça aussi à garder en tête. Et en fait, moi, la conclusion que j'aurais à tout ça, c'est qu'on n'a pas de conclusion. Enfin, moi, je trouve, c'est qu'on n'a pas de conclusion, et que c'est tellement particulier comme tu l'as développé, les playoffs, et notamment des séries de playoffs, c'est tellement particulier en termes de nombre de matchs très réduit, mais en plus, le même adversaire tout le temps, est très ciblé, et c'est pas organique, comme tu dis, en fait. C'est pas organique dans le sens où on sait qui tu es, donc on se prépare à ce que tu fais. Donc, en fait, tout ça mis à part, fait que pour moi, j'ai du mal à généraliser, en fait. J'ai du mal à généraliser quoi que ce soit, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un peu la nature d'une série de playoffs, c'est que c'est tellement particulier, quoi. Donc, le coup de est-ce que ça joue moins la contre-attaque en playoff quand c'est régulière? Oui, en un sens, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de théorisation possible, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de théorisation possible, parce que selon le match-up, tu vas pouvoir arriver à faire de très hautes fréquences de contre-attaque, ou des fois non, ou des fois pas du tout. Enfin, c'est... Moi, ma conclusion, en tout cas, personnellement, la seule sur laquelle je suis confortable, je suis à l'aise, pour parler français, à l'aise de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de théorie générale, en fait. Mais c'est le propre des playoffs et de la NBA, c'est que tout est très particulier au final, quoi. Ouais, je pense que c'est la conclusion. C'est pas pour moi, la conclusion, ce serait pas qu'il n'y ait pas de conclusion, c'est qu'il faut pas chercher à généraliser quelque chose par rapport à ce qu'on voit de la saison régulière en playoff. Il y a certains indicateurs de saison régulière qui peuvent donner des indices sur ce qui pourrait se passer en playoff, mais encore une fois, on essaie de théoriser quelque chose qui
On l'a vu l'année dernière, l'échantillon est tellement petit et la variance peut être tellement grande et la match-up a une part tellement importante dans une série de playoffs que tu peux pas recréer ça en fait. Tu peux pas recréer les playoffs, pas parce que c'est un truc particulier il y a plus de tension, plus de couteaux entre les dents et tout. C'est aussi que les échantillons sont plus petits, qui sont plus particuliers parce que c'est des match-up et qui se séquencent pas de la même manière que la saison régulière. Et par exemple, si les playoffs c'était une saison régulière, mais qu'avec les 16, mais avec les 16 équipes et que tu recommençais un autre championnat, tu vois, où tu refaisais jouer tout le monde les uns contre les autres, là, tu pourrais peut-être essayer de comprendre la différence qu'il peut y avoir entre les 30 équipes et les 16 équipes. Mais les playoffs, c'est pas une nouvelle saison régulière avec tout le monde se réaffronte, c'est vraiment genre, tu vas jouer, en fait, les playoffs, tu vas jouer que contre 4 équipes au maximum. Et du coup, tu passes de 29 à 4. Du coup, c'est pour ça que tu as des changements. C'est obligé que tu aies des changements parce que en fait, c'est totalement différent et on peut essayer de théoriser et on peut essayer de comprendre. Mais c'est ça qui est hyper dur dans la rédaction et la préparation de preview de playoff, je trouve. C'est qu'en réalité, pour faire une preview de playoff d'une série, bah, à part regarder les matchs de ces deux équipes sur la saison régulière en espérant que tout le monde ait été pas blessé et que les deux équipes n'avaient pas fait de trade depuis, bah, tu peux difficilement vraiment prévoir une série de playoffs, à part s'il y a un écart qui est abyssal, quoi. Oui, et puis, on l'a même pas dit, mais en fait, il n'y a pas d'unité de playoffs. Depuis tout à l'heure, on parle de les playoffs versus la saison régulière. Il n'y a pas d'unité de playoffs. Il y a des séries qui sont très différentes les unes des autres, et y compris même parfois pour la même équipe. Tu vois, je pense notamment à Denver l'an passé. Bon, au premier tour contre Minnesota, ils arrivaient à créer pas mal de turnovers, ce qui n'était pas du tout le cas en finale, par exemple. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc c'est là-dessus où quand on dit les playoffs, comme s'il y avait une certaine unité, en fait non. D'une série à l'autre, même parfois, même pour la même équipe, d'une série à l'autre, parfois, tu peux avoir des physionomies de match et du coup de déroulement des matchs tactiques ou sur tel point qui vont être totalement différents, quoi. Donc c'est aussi ce qui est intéressant et important à garder en tête pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'unité des playoffs. Donc ce qui va un peu dans ce qu'on vient de dire de difficile de généraliser, de théoriser en fait là-dessus. Tellement c'est du particulier et très varié en fait. Donc donc voilà. Mais voilà pour le thread. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce thread et sur cette étude, Azad? Non, je pense que c'est un bon exemple de pourquoi les playoffs demandent encore plus de temps et de encore plus regarder les matchs et de pas seulement regarder des statistiques parce qu'en réalité, l'échantillon est trop petit pour pouvoir en tirer quelque chose Ouais. vraiment concret. Et c'est pour ça que la tactique et regarder et comprendre le jeu prend encore plus de place dans les playoffs. C'est parce que un petit peu l'accoudoir statistique est beaucoup plus bancal sur des échantillons aussi petits et aussi influencés par les match-ups. Ouais. Je suis d'accord. Eh bien, on peut se quitter là-dessus et on peut souhaiter bonne chance aux Indiana Pacers. Est-ce qu'ils vont avoir une attaque de demi-terrain assez forte pour les playoffs ou pas? Quittons-nous là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur Basket Lab. Et ben avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce petit épisode sur la transition, comme dit, un sujet qu'on avait un peu commencé à traiter sur une hebdo du lundi, mais qu'on a voulu développer un peu plus. Azad a fait un peu de recherche dans les chiffres, etc. Voilà un peu pour quelques éléments de réponse, mais vous voyez que c'est jamais facile, mine de rien. Et donc voilà pour ce petit sujet, et donc on se retrouve, alors, soit bientôt pour un sujet d'actu, peut-être un point sur la fin de saison des Lakers, c'est possible alors des Bucks, puisque j'aimerais bien traiter les deux sujets maintenant qu'ils ont été éliminés, en tout cas pour les Lakers et peut-être pour les Bucks aussi, on verra ça. Mais donc soit un sujet d'actu sur une équipe comme ça, soit sinon, eh bien avec Azad on a aussi d'autres éléments sous la main. On a aussi d'autres podcasts sur soit le rebond offensif, soit le jeu en post-up. Donc là encore des petits sujets un peu théoriques que je m'étais gardé sous la main, qu'on a enregistré il y a pas mal de temps, mais des petits sujets théoriques qui s'appliquent très très bien aux playoffs. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.